Je vous ai vu prendre des notes, Natacha Polony, bonjour à vous. Bonjour. Ça concernait une chronique, celle d'Hubert, celle de Leïla Dakli? Celle de Leïla Dakli. Parce que d'abord, son récit, en effet, que je connaissais de la mutilation de ce dessinateur m'a fait penser au fait que ça existait. C'était très classique. Au Moyen-Âge, on mutilait les moines enlumineurs quand ils avaient des plus. Et je trouve justement que ce genre de pratique est absolument épouvantable. Et ça m'a évoqué ces images-là que je trouve d'une violence absolument terrible. Et elle a prononcé le mot d'ensauvagement. Et j'ai noté ce mot parce que justement, mon livre parle avec de cela. Qui vous intéresse, Natacha Polony, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes journaliste au Figaro, anciennement à Marianne, spécialiste de l'éducation. Et puis la toute nouvelle chroniqueuse dans l'émission de Laurent Ruquier. On n'est pas couché le samedi soir sur France Télévisions. L'information est bonne? Oui, voilà. oui, l'information voilà. Agrégée est bonne. de lettres, ancienne élève de l'Institut d'études politiques de Paris. Enfin, vous publiez donc aujourd'hui aux éditions Mille et une nuits, Le pire est de plus en plus sûr. Alors, un extrait, nous sommes en 2020, les maternelles, primaires, collèges ont disparu, les enfants entrent à 5 ans dans un socle commun dont ils sortent à 16 ans. La France est divisée entre les bons et les très bons établissements d'un côté, aidés par les subventions privées, et les autres financés par l'État, qui concentrent les élèves pauvres et en difficulté. Ces établissements sont reliés par vidéosurveillance au commissariat local. Le bac est passé en contrôle continu, validé par 100% des lycéens. Et les notes, bien sûr, ont été supprimées. Voici un peu notre école imaginée pour 2020, c'est dans pas très longtemps, par vous, Natacha Polony, dans la première partie de votre ouvrage, donc Le pire est de plus en plus sûr, qui paraît dès demain aux Mille et une nuits. Triste scénario. Pourquoi le tableau est toujours aussi noir quand on parle, ou plutôt, quand vous parlez, vous, Natacha Polony, de l'avenir de l'école? Parce que très sincèrement, je pense qu'il faut être lucide et que toutes les indications que nous avons aujourd'hui nous montrent que le tableau est en effet très sombre. C'est-à-dire que ce que je dresse, c'est un tableau à venir, c'est ce qu'on appelle une uchronie, mais en fait, tout ce dont je parle est déjà là. Et c'est ça qui nourrit ma réflexion, c'est qu'en fait, cette école qui va être une école inégalitaire, une école qui ne fonctionne pas, qui ne donne pas les savoirs fondamentaux aux enfants, qui ne forme pas des esprits à la fois libres et capables d'empathie envers autrui, elle existe déjà, nous le voyons tous les jours. Et sur quoi vous vous appuyez pour dire cela, qu'aujourd'hui l'école n'éduque plus? Alors, je me fonde sur différentes données. D'abord, sur toutes les enquêtes on va dire, qui parlent du niveau au sens large, notamment les enquêtes internationales, la fameuse enquête PISA, mais également toutes les enquêtes de la... Il faut dire, la fameuse enquête PISA, c'est un organisme qui classe une enquête par ordre décroissant, financée par l'OCDE, qui teste le niveau des jeunes de 15 ans dans tous les pays développés. Et la France se situe depuis le début de ses enquêtes, c'est-à-dire en 2000, dans le ventre mou. Elle baisse petit à petit, inexorablement. Surtout les capacités en lecture, compréhension d'un texte, les capacités en sciences et en mathématiques sont testées également. Et en gros, nous sommes devancés partout. Les États-Unis sont passés devant nous. Ça n'est pourtant pas un pays réputé pour la qualité de son enseignement. Et évidemment, vous avez des systèmes scolaires qui, alors là, caracolent en tête. Pas du tout ceux qu'on nous vante systématiquement, le système finlandais, etc., qui certes est bien classé, mais lui aussi baisse petit à petit. Le ministre de l'Éducation lui-même, Luc Châtel, le 18 août, était en Finlande pour étudier la performance du système éducatif finlandais. Ça fait justement 10 ans qu'on nous sert le modèle finlandais et on s'aperçoit que ce modèle finlandais, tout simplement, est en train petit à petit de s'effondrer. Les mathématiciens finlandais sont en train d'alerter sur le fait que leur système éducatif ne forme pas de grands scientifiques et surtout, si on décrypte justement les enquêtes, on s'aperçoit qu'il y a très très peu d'immigration en Finlande et le peu d'immigrés finlandais n'est absolument pas intégré par l'école puisque l'enquête PISA démontre que les jeunes immigrés de deuxième génération n'ont pas de bons résultats, pas du tout, sont largement en dessous des jeunes de souche. Donc ça signifie que le modèle finlandais ne peut pas être importé en France. En revanche, on a des modèles qui actuellement fonctionnent très très bien, mais qui à mon avis ne peuvent pas non plus être importés
En France, ce sont les modèles asiatiques, puisque on voit bien dans l'enquête PISA que ceux qui réussissent, c'est Hong Kong, Shanghai, la Corée du Nord, c'est-à-dire des modèles d'abord ultra stricts, sélectifs, et dans lesquels les professeurs sont très bien payés, très bien considérés. Il est hors de question de remettre en cause l'autorité d'un professeur. Alors, cela dit, encore une fois, pourquoi je dis que ça ne peut pas être transposé? Parce qu'un élève coréen, par exemple, dort en moyenne 5h24 par nuit, Oui, vous dites puisque le reste que... du temps, oui. il prend des cours supplémentaires. Donc je doute que ça puisse marcher en France, c'est évident, et surtout, ce n'est pas forcément souhaitable de transposer ça. Mais en revanche, le système français, lui, il a des atouts. Ce que j'appelle dans mon livre le modèle français, c'est un modèle qui justement peut allier, parce que c'est dans sa tradition, une très haute idée de la transmission des savoirs, de la culture. Est-ce qu'il a existé ce modèle-là, véritablement? Il n'a jamais été appliqué réellement, c'est-à-dire que la fameuse école républicaine dont on vante parfois les mérites était profondément inégalitaire dans sa structure, puisqu'elle sélectionnait en fonction de l'argent, c'est-à-dire qu'il y avait 2 filières, même 3 en fait, mais surtout on sélectionnait ceux qui allaient jusqu'au certificat d'études, les pauvres, et ceux qui ensuite avaient le droit d'aller au lycée. Donc on ne peut pas souhaiter revenir à cela. En revanche, cette école-là avait une ambition qui est au cœur, qui est la matrice de l'école républicaine française, c'est l'idée que l'instruction va émanciper les hommes, va les rendre libres, et que c'est ça le rôle de l'école. Et va les faire adhérer aux valeurs de la République. Voilà, parce qu'un homme libre adhère forcément aux valeurs de la République. C'est ça l'idée, c'est par les savoirs d'abord. On ne va pas fournir, comme on le fait aujourd'hui, un catéchisme citoyen qui consiste à dire attention, il faut s'aimer les uns les autres, il faut être gentil, il faut être tolérant, il faut recycler ses déchets, etc. Non. On enseigne des savoirs universels, on enseigne la littérature parce que c'est le patrimoine de toute l'humanité, on enseigne l'histoire parce qu'il est nécessaire de savoir où l'on se situe. Mais on enseigne toujours l'histoire à l'école et la littérature. Aujourd'hui, Natacha Polony, d'où inventez-vous qu'on n'enseignerait plus la littérature ni l'histoire Enfin, il n'y a guère que le Figaro Magazine qui disent qu'éventuellement on n'enseignait plus l'histoire de Clovis dans le Figaro, dans les manuels scolaires. Mais enfin, tout de même, les professeurs, que sait-on du secret de la classe des professeurs qui n'ont de cesse que... Vous avez tout à fait raison de le souligner. Il y a le secret de la classe. Le secret du Il prof. y a la liberté pédagogique des professeurs. Qui est grande. Et je vais vous dire très sincèrement, je pense que si le système tient encore, c'est justement parce qu'il y a des professeurs qui, envers et contre tout, continuent à faire leur travail dans des conditions absolument épouvantables et qui ont justement chevillé au corps cette idée qu'ils doivent transmettre. Et ils le font du mieux qu'ils peuvent, je le répète, dans des conditions terrible. Donc, l'idée n'est pas de dire le système échoue parce que les professeurs ne font pas leur travail, c'est ridicule, c'est faux. En revanche, il y a, depuis une trentaine d'années, une espèce de machine à broyer les professeurs, les élèves. Mais tout le monde y passe. Vous dites qu'au fond de 1975, la réforme Haby au ministre de l'Éducation actuel, on a eu de cesse, au fond, que de défaire peu à peu ce qui est pour vous fondamental, qui devrait être conservé fondamentalement dans l'éducation nationale. Bien sûr. Et au départ, parce que l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions, pour des raisons tout à fait louables, c'était l'idée qu'on constatait une profonde inégalité, en effet, puisque nul ne l'ignore. Un enfant de milieu favorisé a beaucoup plus de chances de réussir qu'un enfant de milieu défavorisé, on le sait. Mais paradoxalement, depuis qu'on a décidé de saisir ce problème à bras-le-corps et depuis que tous les ministres, sans exception, nous disent il faut maintenant une école juste, la réussite pour tous, alors ils nous ont sorti absolument tous les slogans. Qu'est-il arrivé? Eh bien, le système est devenu encore plus inégalitaire. C'est tout de même assez effarant. Vous dites qu'il y en a peu un pour rattraper l'autre. C'est-à-dire qu'il faudrait d'ailleurs comprendre une chose, et nous y reviendrons bien sûr largement dans le débat avec Brice Couturier, Leïla Dacly, Raphaël Antoven, mais tout de même, d'où parlez-vous, si j'ose dire, cette expression qui ne doit pas trop vous plaire, un peu 68arde sur les bords. Vous avez été proche de Chevènement, éditorialiste, journaliste à Marianne, puis donc aujourd'hui au Figaro. Il est vrai que votre livre tape aussi bien à gauche qu'à droite, mais je vous avoue qu'on ne saisit pas bien au fond ce qui pourrait trouver grâce à vos yeux dans l'idée de ce qu'il faudrait tout de même construire. Alors, pour comprendre d'où je parle, il faut déjà reprendre les débats qui ont eu lieu sur l'école depuis 30 ans. Je les résume de façon un peu rapide. Les pédagogues libertaires contre les modernistes libéraux. Alors, justement, non.
Ce que je dénonce, c'est l'alliance objective oui. des pédagogues libertaires et des modernistes qui font semblant de libéraux, s'opposer, qui au fond faussent à l'école les uns et les autres. et qui arrivent au même résultat, pour une raison simple. On a d'abord eu cette offensive des pédagogies constructivistes. Alors constructiviste, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'enfant construit ses propres savoirs et que le maître n'est pas là pour lui transmettre quelque chose, mais pour le guider dans sa démarche de construction de ses savoirs. Ça, c'est ce qui a été mis en place depuis des années dans l'école, à travers le fameux slogan « l'élève au centre du système », etc. Tout ça, ce sont les vainqueurs des 30 dernières années. Ces pédagogies-là ont imprégné petit à petit l'école, même si les tenants de ces pédagogies nous expliquent que ce n'est jamais assez. Or, ces gens-là disent détester la libéralisation du système qu'ils voient aujourd'hui s'effectuer. Pour autant, ma thèse est qu'en fait, ils l'ont préparée. Pourquoi ? Parce que, premièrement, à la base de ces théories, il y a l'idée que finalement, les savoirs n'existent pas pour eux-mêmes, mais qu'ils sont un instrument pour que l'élève puisse construire ses compétences, ses savoir-faire. Donc, cette instrumentalisation-là, on la retrouve aujourd'hui dans l'utilitarisme qui est à l'œuvre dans l'école. Un utilitarisme qui consiste à dire l'école doit servir à former des futurs jeunes employés, des gens qui soient employables correctement, c'est-à-dire adaptables, etc. Donc vous voyez, quelque chose dans lequel l'école n'existe plus pour elle-même, n'est pas là pour émanciper les êtres humains. Donc l'école n'étant plus quoi, au service du citoyen, mais au service ou plutôt à la formation du consommateur? C'est ce que vous dénoncez? Du producteur-consommateur, on va dire, l'école telle qu'elle est conçue aujourd'hui, doit avant tout être, et là je cite la table ronde des entreprises européennes en 1995, l'éducation doit être conçue comme un service rendu aux entreprises. C'était dans un rapport de ce lobby très actif auprès de la Commission européenne. C'est-à-dire que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est en fait la mise en place dans tous les pays développés d'une même conception de l'éducation qui est portée par toutes les instances internationales, que ce soit l'OCDE, que ce soit la Commission européenne, c'est-à-dire une éducation qui soit dans la continuité de la formation tout au long de la vie et qui va permettre aux sociétés développées cette économie de la connaissance dont on nous parle tout le temps. Et quelle que soit la couleur politique des gouvernements qui mettent en place ces politiques. Bien sûr, il suffit de regarder quels sont les experts. Autant de mal que vous en pensez de Luc Châtel au Figaro que vous pouviez en dire à Marianne. Oui, bien sûr. Parce que, justement, je pense que ce qui était intéressant dans la démarche de Nicolas Sarkozy quand il a été élu en 2007, c'est qu'il prétendait revenir sur cette avancée des pédagogies constructivistes. Et d'ailleurs, il a été plébiscité pour cela. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, justement, le mouvement s'est inversé et que ce qui est en train de se mettre en place trouve grâce aux yeux, justement, de tous ces tenants des pédagogies constructivistes. Oui, vous dites quand même, voilà, on est à front renversé. Il a trahi la campagne électorale, les promesses de Nicolas Sarkozy sur l'éducation ont été trahies en cours de route par la politique menée par Mais pour une raison très simple, c'est qu'il y a une extension de cette idéologie d'une école qui permette de s'adapter à la société moderne. Natacha Polony. Eh bien, c'est amusant parce que justement, l'Uchronie que j'ai dressée dans mon livre répond à votre argument, puisque je crois que dans la situation de la société française, passer à ces établissements totalement autonomes, libéraliser totalement le système, puisque c'est de ça dont vous parlez, et qui serait réalisé par le chèque éducation, ce serait catastrophique parce que ça détruirait tout simplement la cohésion nationale. C'est-à-dire qu'en France, l'école est liée à la République, c'est son ADN, parce que c'est par l'école que les citoyens, tout simplement, se sentent exister ensemble, se sentent avoir un horizon commun. Et c'est ça que nous détruirions si nous libéralisions totalement le système, parce que, en gros, chacun irait de son côté, chacun enseignerait à ses propres enfants ce qu'il veut, sans tenir compte de ce qui doit souder une nation. Et je crois que nous sommes justement, je le disais tout à l'heure, dans une période de réensauvagement, parce que nous sommes en train de détruire cette capacité à nous penser comme une collectivité nationale. Et si nous allons
dans cette direction-là, alors la France est morte, tout simplement. La France, non pas en tant que nation nationaliste, etc. La France en tant que civilisation, c'est-à-dire en tant que lieu spécifique du monde où l'on a pensé que le savoir allait libérer les hommes. Et ça, je crois que pourtant, c'est un beau projet et qu'il faut le défendre. Alors, pour répondre en plus à votre chronique, parce que je crois qu'il y a une autre dimension qui est intéressante. Et la parole à Leïla Dakli ensuite, oui. On reparlait du vieux débat pédago-républicain, sauf que ce que j'explique dans mon livre, et je crois que c'est ça la nouveauté, c'est que ce débat a été dépassé. Il a été dépassé par quoi ? Par une réflexion sur les structures. C'est-à-dire que justement, ce qu'on nous explique aujourd'hui dans les couloirs de la rue de Grenelle, et finalement dans toutes les instances internationales qui pensent l'école, c'est qu'il ne faut plus débattre des contenus, c'est-à-dire des savoirs, il ne faut plus débattre des méthodes, c'est-à-dire de la façon dont on transmet ces savoirs. La seule chose qui compterait, ce sont les structures. On va autonomiser les établissements pour qu'ils soient gérés par des chefs d'établissement managers, chefs d'entreprise. Alors, dans la version plus à gauche, on va dire, on va autonomiser la pédagogie pour libérer un petit peu les énergies, etc. Mais finalement, ça revient au même. C'est-à-dire que c'est par la magie de ces structures nouvelles, des équipes soudées qui travaillent de façon autonome, qu'on va régler les problèmes. Je crois que c'est une utopie totale, parce que justement, ce qui compte, c'est le contenu, c'est ce qu'on transmet. Enfin, vous reliez donc votre problématique sur l'éducation nationale, sur l'école de demain, à tout de même ce que sera ensuite la France de demain. Donc c'est quand même lié. Oui, parce que alors ça, c'est très particulier dans l'histoire de la France. Oui. C'est-à-dire que à travers l'humanisme, à travers les Lumières, cette idée que l'éducation était au centre du projet de société, du projet culturel qui est le nôtre, ça s'est construit. On le retrouve dans les mémoires sur l'instruction publique de Condorcet, l'idée que la puissance publique doit l'instruction au peuple, mais tout simplement parce que sans un peuple éduqué, la démocratie, c'est la tyrannie des imbéciles. Et il est nécessaire, pour avoir une démocratie vivante et pour construire un projet républicain, c'est-à-dire une chose publique à laquelle tout le monde participe, il est nécessaire d'éduquer tout le monde. Leïla Dakli. Oui, en fait, précisément, justement, en lisant le livre, je me disais que c'était moins un livre sur l'école qu'un livre sur la France. Et je voulais juste faire quelques commentaires. Alors, c'est amusant que vous ayez repris ce que je disais sur l'ensauvagement. Parce que précisément, votre époque favorite, enfin, les 2 décennies, j'allais dire, qui sont centrales dans votre livre, c'est les années 50-70, qui sont précisément l'époque de la fin de la période coloniale, mais aussi de l'assurance, de l'apogée de l'assurance coloniale. Alors c'est assez intéressant de réfléchir aussi là-dessus, puisque toutes les études qu'on a, toutes les comparaisons internationales sont toujours compliquées à manier. Je dirais que PISA 2000, qu'est-ce que c'est 2000 ? C'est rien. Après tout, une variation d'une année à une autre, on peut la commenter infiniment, mais elle ne me semble pas forcément... C'est tous les 5 ans, PISA. Oui, non, tous les 6 ans. Tous les 3 ans, pardon. 2000, enfin, 2003, moi j'ai les résultats PISA sous les yeux et ça baisse constamment. On va laisser finir Leïla Dakli quand même, oui. Alors. Oui, c'est pas là-dessus que je voulais simplement commenter. C'était précisément sur les décennies considérées comme les décennies exemplaires, où la France serait au plus près... Voilà, c'est ce qu'on comprend en lisant. Alors quand même, si oui, vous écrivez, il faudrait retrouver l'aura de l'école des années 50 et 60. Oui, et précisément, si je reprends simplement la référence à l'ensauvagement, on est précisément dans ce moment, et c'est ironique, parce que vous le sentez, puisque vous le dites, c'est quand même la période de la guerre d'Algérie, donc ça ne peut pas être non plus complètement une période formidable pour la France et tout ça, et vous n'êtes pas très à l'aise avec... Totalement. Il y a le passage, je ne le retrouve pas tout de suite, mais je me souviens, vous émettez quand même une petite réserve sur le fait que cette période n'est pas formidable. Et donc j'aimerais bien savoir justement comment cette France-là, qui est quand même une France difficile à manier, de faire l'apologie des années 50, de la France des années 50, c'est assez compliqué, en tout cas du point de vue de quelqu'un comme moi. C'est les 30 glorieuses, c'est comme les 30 glorieuses qui sont tellement idéalisées par ailleurs. Je ne suis pas du tout mal à l'aise, je suis dans la nuance justement. Et parce que je ne fais pas l'apologie de ces années-là, j'essaye d'analyser pourquoi certaines personnes, une grande partie de la population française est nostalgique de cette période-là, alors même que nous sommes bien d'accord, c'est la période des guerres coloniales, c'est une période d'affrontement idéologique radical, et pourtant,
ça apparaît à beaucoup de gens aujourd'hui comme une période qui n'était pas si mauvaise finalement. Pourquoi ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas en train de faire l'apologie, d'autant plus augmentait que de 5% tous les ans, vous savez pourquoi ? Attendez 5% votre tour. de PIB tous les ans. Ça nous fait rêver aujourd'hui. C'est pas seulement ça justement. Et ma thèse, c'est que c'est une période où on va dire le pacte politique et social français fonctionnait. C'est-à-dire que justement, il y avait une forme de cohésion nationale autour de la reconstruction, autour presque de ce mythe gaulien de la résistance, de la France comme grand pays, etc. Il y a eu tout cela. Et dans une société qui, malgré ses affrontements idéologiques radicaux et malgré les horreurs des guerres coloniales, se sentait tout de même soudée autour de certaines valeurs. C'était aussi une société où chacun était à sa place. C'est-à-dire les immigrés dans les bidonvilles, les cadres dans les entreprises. Alors là où je suis d'accord, ça ne concerne pas l'école et les femmes à la maison. Ça ne concerne pas l'école, mais précisément, je pense que c'est une période où il y a une chose qui est peut-être intéressante en termes de mobilité sociale, c'est que on progressait plus au sein des entreprises qu'aujourd'hui. Mais pas seulement au sein des entreprises, au sein de la société. C'est-à-dire que nous étions dans une société. C'était une société où un fils d'agriculteur pouvait devenir instituteur, ce qui à l'époque n'était pas paupérisé comme aujourd'hui. Et cet instituteur pouvait avoir un fils qui deviendrait haut fonctionnaire, médecin, etc. C'est-à-dire que l'ascenseur social fonctionnait. Alors, encore une fois, comprenons-nous bien, je ne dis pas que c'était une période idéale, et surtout en tant que femme, évidemment que je suis ravie de vivre aujourd'hui et non pas dans cette période-là, bien entendu. Mais ce que j'essaye de comprendre, c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans une époque qui, certes, a beaucoup progressé par rapport à celle-là, à de nombreux points de vue, mais qui est en train de basculer dans ce que j'appelle justement ce réensauvagement, c'est-à-dire une violence sociale, des tensions. Écoutez, ça travaille énormément la société française, le fait que nous avons aujourd'hui des jeunes gens qui ont passé 12 ou 13 ans sur les bancs de l'école républicaine et qui sont capables de massacrer quelqu'un sans la moindre empathie. Et ça, on ne peut pas faire comme si c'était de simples faits divers. Il y a des questions à se poser là-dessus. Mais pourquoi ? Et je crois que si, ce sont des faits divers, si, bien sûr que si, Natacha Polony. C'est pas la partie pour le tout. Le fait divers parle. Bien sûr qu'il parle, enfin, il ne résume pas la société. Le fait divers permet de comprendre. Alors, je vous conseille de lire ce livre absolument magistral qui sort là dans cette rentrée, celui de Morgane Sportes, tout de suite, qui justement montre très bien, parce que Morgane Sportes fait allusion au fil de son livre comme grille de lecture à tout le travail des situationnistes. C'est-à-dire que c'est cette société du spectacle et de la consommation contre laquelle l'école n'a pas réussi à résister, c'est cette société-là qui est en train, justement, de provoquer une déstructuration totale, notamment de la jeunesse. Alors, Raphaël Antoven, et puis ensuite... Oui, alors c'est embêtant parce que c'est le dernier point, enfin la dernière chose que vous venez de dire est la seule avec laquelle je suis en désaccord, en l'occurrence. Je ne suis pas convaincu que c'est faire grand cas, au fond, de la société du spectacle que de lui prêter tant de pouvoir sur les individus. Il y a aussi des gens qui massacrent les autres sans avoir besoin de regarder un film violent pour ça, ou sans que leur geste soit l'expression ou le symptôme de la société du spectacle. L'effet de causalité n'est pas aussi simple, oui. Voilà, mais je ne veux pas insister là-dessus parce que je préfère insister sur ce qui nous accorde ensemble, enfin ce qui fait qu'on est d'accord, me semble-t-il. Moi, c'est l'idée que l'école des années 50-60 avait ceci de particulier, à mon avis, qu'elle séparait l'école du travail, au fond. Que l'école n'était pas le préambule du travail, n'était pas le vestibule de l'entrée dans l'entreprise. Et c'est intéressant d'observer qu'à cet égard, l'ascenseur social marchait d'autant mieux que l'école n'était pas le vestibule de l'entreprise. Comme si l'enseignement d'un savoir objectivement inutile, ou en tout cas non immédiatement recyclable dans le monde de l'entreprise, avait pour effet de favoriser l'ascenseur social. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, on assiste donc, manifestement, si j'en crois votre étude, au fait à une sorte de sainte alliance entre ceux qui sanctifient l'individu, l'élève, une sorte les libertaires, et ceux qui veulent inscrire l'école dans une perspective entrepreneuriale, au fond, qui font de l'école le préalable à l'entrée dans l'entreprise. Et comme si le fait de magnifier le sujet culminait dans le fait d'en faire un consommateur corvéable et finalement le rouage d'une entreprise. Et je trouve plus intéressant, effectivement, une école séparée du monde du travail et dont les vertus se font à plus long terme plus ressentir, sont plus sensibles. Et il y a une discipline, pardon de prêcher pour ma paroisse, mais il y a une discipline qui va dans ce sens-là. Mais oui, parce que vous comprenez, la philosophie enseigne, on pourrait rester des heures là-dessus, mais enseigne tout simplement à penser le monde séparément du besoin qu'on en a.
la philosophie apprend que le monde n'est pas là pour nous faire plaisir. C'est ce qu'on apprend à l'école, indépendamment du fait que la philosophie apprend à ne pas tenir un adversaire pour un ennemi et à écouter l'argumentaire de l'autre, ou que la loi n'est pas liberticide. Mais laissons ça. Le plus important ici, c'est que la philosophie vous apprend que le monde n'est pas là pour vous faire plaisir. Et un tel apprentissage dissuade, au fond, de vouloir soumettre le monde à ses désirs, et à cet égard, à plus long terme, il est indispensable parce qu'il est inutile dans un premier temps, mais à plus long terme, il a des vertus qui sont palpables dans le monde du travail lui-même. Alors, Natacha Polony. Alors, c'est très intéressant parce que d'abord, vous avez prononcé le mot de séparation et je crois qu'en effet, la démocratie n'existe que dans la séparation des espaces. Et c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que l'école doit être un espace séparé du monde du travail, mais aussi, et c'était le fameux rêve de l'école sanctuaire, l'école doit être séparée de la société dans le sens où elle doit créer un espace neutre, propice justement à cette transmission des savoirs. Alors, quand je disais société du spectacle, je ne disais pas tout simplement, et c'est vrai que ce serait très simpliste, on regarde des films violents à la télé et on va trucider quelqu'un à côté. Pas du tout, ça n'est pas ça. La société du spectacle, c'est surtout cette société, plutôt de la consommation d'ailleurs, qui justement joue sur les pulsions. Et c'est ça que je reproche en fait aux pédagogies constructivistes, c'est de n'avoir pas su s'opposer à ce règne de la pulsion et de l'immédiateté, mais au contraire de l'avoir favorisé. Oui, mais attention à un point, parce que si on lutte avec l'école contre la société des pulsions, ou que celle qui fait valoir les pulsions, on a face au monde comme il devient, comme il est, que la ressource de l'anathème, ou d'une critique morale, en considérant que l'école est impuissante face aux pulsions, elle ne transmet pas le savoir qu'elle devrait, et d'ailleurs le ferait-elle, que je n'ai pas dit que ça marcherait. Peut-être faut-il, par exemple, si l'école enseignait à critiquer tout simplement la société du spectacle, je ne suis pas sûr qu'elle serait plus efficace pour lutter contre elle. Parce que l'école ne doit pas enseigner à critiquer quelque chose. L'école doit au contraire être dans le positif, dans l'adhésion. Là aussi, c'est une chose que je crois très grave aujourd'hui, c'est que à force de vouloir transmettre l'esprit critique, parce que très sincèrement, tous les professeurs ont chevillé au corps cette idée qu'ils doivent transmettre un esprit critique à leurs élèves. Mais je crois qu'on l'a fait sans doute de la mauvaise façon, c'est-à-dire justement en cassant ce qui, dans l'école, permettait aux jeunes de se construire des modèles. La notion de modèle, elle est très importante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne transmet plus dans l'école de grands récits, que ce soit le récit historique, que ce soit les récits de la littérature qui permettent l'histoire précisément que j'ai est en train de revenir aux grands récits. Oui, elle revient un petit peu. Je suis d'accord. On ne peut pas dire vraiment que je suis d'accord, il y a eu un effort dans le sens du retour. Vous dites qu'il faudrait faire dans ce cas-là, puisque vraiment... c'est pas parce qu'on y revient que l'école le fait. Non, mais c'est intéressant, mais c'est complètement enfin, je veux dire, c'est une sorte de contre-pied. C'est-à-dire, quand on est en train d'enseigner ces fameux grands récits, avec des méthodes très traditionnelles, puisqu'en réalité, ce qu'on nous demande de faire, c'est quand même de raconter Napoléon, depuis 5 ans. Depuis 5 ans, parce que les programmes de 95 de 2002 étaient justement dans la tendance contraire. Plus tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je crois que la polémique sur les programmes d'histoire actuellement, elle arrive à contre-temps et trop tard. Parce que justement, les derniers programmes ont tenté de revenir un tout petit peu à plus de récits et plus de chronologie. Donc il n'y a pas que du mauvais, ça nous sommes entièrement d'accord. Pardonnez-moi d'être terre à terre. Est-ce que tout de même, par rapport à ces questions-là, il n'y a pas des questions peut-être plus importantes qui pourraient prouver ou en tout cas accréditer l'idée que l'école est en train de se déliter, qui sont tout de même des questions tout simplement d'ordre économique et politique. Comment pensez-vous qu'au fond, quand on décide de ne pas renouveler le cheptel, si j'ose dire, des professeurs, l'éducation s'en porte mieux? Comment est-ce qu'au fond, quand on se rend compte qu'aujourd'hui on revient à des taux d'élèves par classe aussi importants que peuvent le déplorer les profs, l'éducation s'en porte mieux? Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement à observer qu'il y a d'abord un délitement quand même économique, social, qu'il y a du chômage et puis qu'il y a des moyens rognés régulièrement que dénoncent, alors je ne sais s'ils sont libertaires, pédagogistes ou j'en sais rien, mais enfin que dénoncent très régulièrement à peu près tous les syndicats de l'éducation nationale sur les moyens qu'on leur donne tout simplement de faire leur métier. Vous aurez noté que dans mon livre, justement, je dénonce cela et j'explique que c'est tout à fait un problème. Sauf que, encore une fois, là aussi, je crois que certains syndicats d'enseignants ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis. Pourquoi ? Parce que si on regarde, ne serait-ce qu'un simple exemple, la réforme du lycée, comment fonctionne-t-elle ? Au départ,
les premières moutures de cette réforme allaient dans le sens d'un lycée modulaire qui était applaudi par les syndicats, justement les plus adeptes des pédagogies constructivistes, etc. Or, cette réforme a pour objet final de diminuer le nombre d'enseignants. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit, et c'est ça qui est fabuleux, que c'est une fois de plus cette fameuse alliance objective dont je parlais, c'est-à-dire que d'un côté, on a des pédagogues qui pensent qu'il faut que le prof soit un animateur, pour le dire simplement, une sorte de guide, et de l'autre, des gestionnaires qui trouvent que, en effet, un professeur qui transmet des savoirs, ça coûte très cher. Et bien finalement, ça aboutit au même résultat. C'est-à-dire que ces pédagogues ont peu à peu préparé... Quelle est la voie ? La voie Encore une fois, la transmission de savoirs inutiles, ça coûte certes un peu cher, mais comme on dit, essayez l'ignorance. Vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. C'est ça le principe. Il n'y a pas de meilleur investissement, juste un point à marquer, il n'y a pas de meilleur investissement que ce genre de dépenses, précisément, c'est-à-dire enseigner ce qui est inutile. C'est ce qui, à long terme, est indispensable. C'est un paradoxe évident. Tout à l'heure, Marc Voinchet vous demandait d'où parlez-vous. Moi, en vous lisant, j'ai le sentiment que vous êtes une déçue du sarkozysme, je vous le dis franchement. Vous estimez que le président Sarkozy a trahi ses promesses de 2007 en cédant à la pression du courant inverse, celui de vos fameux ennemis, les pédagogistes. Mais est-ce que c'est parce que le ministère a acquis une telle autonomie que sa nomenclatura est dorénavant apte à résister à tout pouvoir politique, parce que vous montrez que les programmes de Bayrou et de Ségolène Royal allaient dans le même sens d'une restauration que ce que disait Nicolas Sarkozy en 2007. Or, vous nous dites, le ministère actuellement fait le contraire. Il va dans le sens des pédagogistes. Alors, est-ce que c'est pour ça ou est-ce que c'est simplement parce qu'il n'y a pas d'alternative à cette double révolution dont vous nous parlez ? Je rappelle, entre parenthèses, à propos de cette double révolution libérale-libertaire, le texte remarquable il y a 15 ans d'un certain professeur Marc Lilla, un professeur américain qui avait été traduit par Esprit, qui nous montrait qu'effectivement, il y avait une convergence très forte entre la révolution contre-culturelle des 60s, individualiste et jouissive, et la révolution illibérale économique de Reagan dans les années 80, le tout convergent dans un hédonisme individualiste. Eh bien, l'hédonisme individualiste, il s'impose à nos enfants à travers la télévision et les communications de masse. Il est normal que l'école, quelque part, s'y adapte, oui ou non ? Natacha Polony. Il est fatal que l'école s'y adapte, ou plutôt, j'estime qu'il faut lutter contre la fatalité. Mais pour être déçu, comme vous dites, il faudrait avoir adhéré. Donc, ce n'est pas vraiment ça. Simplement, vous adhériez au discours du candidat Sarkozy en 2007, vous le dites. Oui, mais vous dites qu'il a trahi. Sauf que j'explique qu'il suffisait de regarder pour voir que le principe du sarkozysme est de maintenir des propositions contradictoires et que donc, il n'y avait pas que ce discours auquel j'adhérais. Il y avait toute une autre petite musique. Mais surtout, je l'explique bien dans mon livre, ce que personne n'a perçu, c'est le fait que les choses étaient déjà jouées d'avance. Pourquoi ? Parce que ce qui a construit donc la nomenclatura de l'éducation nationale est plus puissante que le ministre. Et il suffit de lire tout simplement la loi Fillon de 2005, la loi d'orientation sur l'école, où tout était déjà inscrit. L'autonomie des établissements, les projets pédagogiques, tout ça existait. Et donc, le discours qui est venu après n'était en fait qu'un discours de façade, puisque le fond des structures avait déjà été modifié. 8h40, c'est le nouveau rendez-vous des matins de France Culture. Le coup d'œil, les bonnes feuilles de Thomas Cluzel. Thomas ? Oui, Marc, alors ce Écoutez matin, bien Natacha Polony. j'ai choisi un article qui, je l'espère, fera effectivement réagir peut-être vos invités. Article à lire dans le journal Libération, signé du correspondant à New York, Fabrice Rousselot. Alors de quoi s'agit-il ? Depuis la date officielle de sa sortie en juin, un livre, un recueil plus exactement, de berceuses pour parents exaspérés cartonne aux États-Unis. Il a longtemps trôné à la première place de la liste des best-sellers du New York Times et en cette rentrée, donc il se maintient toujours parmi les 3 meilleures ventes. Avant même sa sortie, il était déjà en tête des commandes sur Amazon. Et tout cela, pourquoi ? Eh bien, à cause d'une note plus ou moins innocente laissée sur Facebook par son auteur, Adam Mansbach. Après avoir passé pas mal de temps à essayer d'endormir ma fille, j'ai écrit quelque chose. Attention à mon prochain livre pour enfants qui va s'appeler Go the fuck to sleep, que l'on pourrait traduire par Endors-toi, bordel. Le résultat, c'est donc un petit livre d'une 40aine de pages illustrées que l'on pourrait prendre pour un ouvrage destiné aux enfants, si ce n'était donc les 14 fuck qui y figurent. Sans compter même celui de la couverture. Alors le livre fonctionne sous forme de double page avec des dessins de bébés, d'animaux, de peluches et puis à chaque fois l'auteur y place 4 lignes en vers comme une sorte de berceuse du parent désespéré qui ne voit jamais son bambin s'endormir. Les vers sont difficilement traduisibles mais bon, ça pourrait donner quelque chose comme cela.
Tous les enfants de la crèche dorment avec plaisir. La grenouille a fait son dernier saut. Mais putain non, tu ne peux pas aller sur le pot. Tu sais ce que tu peux faire en revanche, t'endormir, bordel, t'endormir. Alors, pour Mansbach, la seule intention était d'écrire clairement ce que des tonnes de parents pensent très fort, mais ne disent jamais dans une Amérique très politiquement correct, sauf qu'il il s'est aussitôt retrouvé au cœur d'un vaste débat sur l'éducation parentale aux États-Unis. Des blogs chrétiens s'en sont pris au livre en parlant d'obscénité mal placée et en l'interdisant de lecture à tout parent qui se respecte. Un auteur de livres pour enfants a même dit s'inquiéter que la vulgarité a désormais fait son entrée dans la culture générale. Et puis, des mères indignées ont également souligné qu'Adam Mansbach pouvait se permettre de telles divagations parce que c'était un homme et qu'une femme ne dirait jamais les mêmes choses. Alors, quoi qu'il en soit, Go the Fuck to Sleep s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires. La version audio lue par, s'il vous plaît, Samuel L. Jackson décolle également. Un film est déjà prévu. Et Adam, donc Mansbach, travaille également sur une autre version du livre, cette fois-ci destinée, c'est promis, aux enfants. C'est dans Libération aujourd'hui, l'article de Fabrice Rosselot, Natacha Polony. Je crois que quand on a que ce genre de débat, ça veut dire que vraiment, on est tombé assez bas. Mais cela dit, les États-Unis sont spécialistes actuellement des débats sur l'éducation, puisqu'on a d'un côté ça, et de l'autre le fameux livre sur les mamans tigres chinoises, c'est-à-dire le fait que l'éducation à la chinoise, avec les gamins sur le balcon par -15 pour les punir, etc., fonctionnerait beaucoup mieux que l'éducation laxiste américaine. Raphaël Antoven, vous connaissez cette problématique Je la découvre, j'adore. On a consacré une émission du Grain à moudre l'année dernière à ce sujet. C'est la seule que j'ai ratée dans l'année, Brice. Pardon. C'est un renseignement sur la nature de l'autorité qui ne devrait pas avoir besoin de la violence. La violence, c'est de la force faible, disait Jean Kelevitch. Si l'autorité se suffit à elle-même, elle n'a pas besoin de violence. L'autorité, en l'occurrence, à l'école, c'est le charisme d'un professeur. Au-delà des débats, juste un tout petit point, Marc, au-delà des débats sur la nature même de l'école, l'organisation de l'école, la décentralisation de l'école, ce qui change la vie d'un élève, c'est un grand professeur. Et tous les élèves n'ont pas la chance d'avoir de grands professeurs. Et les grands professeurs sont partout et dans tous les établissements. Voilà. Ils ne sont pas plutôt à Louis le Grand que dans les banlieues difficiles? Pas du tout. Non, pas du tout. Alors là, vraiment, c'est justement ça la force du système français actuellement. On avait fait justement avant à cet égard. Faire la promo là. Oui, alors oui. Alors Leïla Dakli. Oui, alors c'est intéressant de parler justement des grands professeurs. Moi, ce qui me gêne dans le livre de Natacha Polony, j'y reviens, c'est finalement cette histoire de la grandeur de la France. Fondamentalement, vous y revenez régulièrement. La France ne doit pas disparaître, la page France 106. ne doit pas disparaître. Alors, il y a aussi les représentants d'une race quasi disparue, celle des authentiques républicains, parlant de Philippe Séguin et d'Henri Guénaud. C'est le mot race qui vous choque. Dans ce cas-là, vous voyez bien qu'il est totalement... Je vous dis que c'est la race des républicains, quasi disparu, ce qui a fait la grandeur de la France. Alors, le Nouvel Observateur s'en prend plein la figure, d'ailleurs. Ah oui, ça, il faut qu'il n'y a pas bon à Nouvel Observateur. Le Monde également. C'est quelque chose. Non, ce que je veux dire, c'est que ce que je disais au début me paraît avoir quelque chose à faire avec ça. On ne peut pas à la fois considérer que la période... de référence, même si elle n'est pas complètement idéale, les années 50-60, et puis tenir un discours récurrent sur cette idée que la France, il ne faut pas la renier, il faut penser à la France, Voilà, tout ça est quand même extrêmement récurrent. Moi, quand je lis ça, je me demande quelle France ? Et quand je lis en particulier des passages qui sont aussi très gênants pour moi, qui sont ceux sur la diversité, et qui disent qu'on a tendance à vouloir... donner trop de place aux identités de chacun dans les classes, etc., à faire trop de cas de ça, sans véhiculer ce que serait la France en retour comme quelque chose d'homogène, ou quelque chose en tout cas qui donnerait une cohérence à la nation. Non seulement je suis gênée, mais encore une fois, je pense que c'est faux. C'est-à-dire, pour avoir enseigné, ce qui quand même structure en partie la référence à la nation commune, c'est-à-dire l'histoire, c'est pas vrai. Il n'y a pas cette place faite à l'identité. Peut-être qu'on en parle, mais ça n'est pas dans les programmes. À aucun moment, il n'est question de prendre sa classe et de dire, bon, vous venez d'où ? On va parler de votre histoire. Mais je peux vous assurer que c'est ce qui est fait dans beaucoup... Non, c'est pas ce qui se dit. Moi, je suis journaliste spécialisée en éducation. J'en ai visité des classes. J'ai parlé avec de très, très nombreux professeurs. Il y a des ateliers qui sont faits là-dessus. Il y a peut-être une volonté. Et alors, si les professeurs ont envie de le faire, c'est précisément parce que peut-être cette France dont vous parlez, qui est celle
des années 50-60, je reviens là-dessus, qui donc avait cette forme de... C'est vous qui êtes obsédé, moi il y a juste un petit passage dans le livre. C'est l'époque de référence, c'est pas du tout pour schématiser, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à travailler sur l'idée de la France d'aujourd'hui. Je n'ai jamais dit que c'était l'époque de référence, c'est curieux que vous ayez interprété ça comme ça. Je n'interprète pas, votre idéal c'est plutôt la 13e République, non? Votre école de référence c'est celle de la 3e République. Si, on l'a bien lu ça, par la 4e. C'est une phrase. Il y a un passage où j'explique... Ne devient pas anodine parce que ça n'est qu'une phrase, c'est écrit noir sur blanc qu'il faut revenir à l'oral des années 50 et 60. Non, je n'ai pas dit qu'il fallait revenir aux années 50. Peu importe quelle est la France dont vous parlez, au fond. C'est ça que je veux poser comme question. De quelle France parlez-vous? De la France. D'abord, je parle d'une France héritière de l'humanisme et des Lumières, parce que c'est celle-là qui a pensé l'école républicaine, dont j'explique qu'elle n'a jamais été, elle n'a jamais existé telle qu'elle devrait être et telle que je la voudrais. Voilà, les choses sont très claires dans mon livre. Je n'ai jamais prétendu qu'il y avait un idéal de la France, ni sous la Troisième République, ni dans les années 50-60. Oui, mais on peut considérer dans ce cas-là... qu'il y a eu une pensée extrêmement intéressante et aboutie, c'est-à-dire que pour moi, l'humanisme et les Lumières ont produit une réflexion sur l'être humain qui me semble extrêmement importante. Et que je crois que le but que nous devrions nous fixer à titre collectif, ce serait justement de mettre en œuvre une société qui permette à cette haute idée de l'être humain de se développer. La haute idée de l'être humain, je suis d'accord, mais la haute idée de la France, je ne vois pas, d'une certaine manière, je ne vois pas le rapport. C'est-à-dire que c'est ça qui est dommage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que de tout simplement, je pense que actuellement, le cadre de la démocratie, c'est l'État-nation. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé autre chose. Peut-être qu'on trouvera, mais ça n'est pas le cas. Donc, c'est dans le cadre de cet État-nation et donc de cette nation française qu'on va pouvoir penser cette école qui mettrait en place cette idée humaniste. Je comprends bien, mais je crois que vous ne voyez pas la déconnexion qu'il peut y avoir entre la nation française réelle et l'idée que vous en faites d'une certaine manière. Mais il y a des connexions parce qu'on veut, tout simplement, qu'il y ait des connexions. Mais c'est l'enterrement de l'idée européenne, totalement, du coup, Natacha Polony? Pas du tout. Je crois, au contraire, que c'est la seule façon de faire valoir l'idée européenne. Et je m'explique tout simplement sur un point. C'est-à-dire que cette école des savoirs que je défends, c'est une école qui, justement, permettrait de penser l'Europe comme une civilisation et comme un patrimoine culturel. Pour l'instant, on est en train de prétendre construire l'Europe avec des jeunes qui ignorent absolument, totalement l'histoire européenne, c'est-à-dire l'histoire des autres pays, qui ne parlent quasiment pas les autres langues européennes parce qu'il y a une telle carence en grammaire, en langue, qu'on est incapable ensuite de leur apprendre une langue étrangère. Donc tout ça fait que je ne vois pas bien comment on peut penser l'Europe.